Bonjour et bienvenue sur votre JT Lozère. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Une édition ici qui est enregistrée depuis le col du Goulet. Le col du Goulet, derrière moi, regardez, vous avez des huskies sibériens qui commencent à aboyer puisqu'ils vont pas tarder à partir aller se promener en balade. Et justement, cette balade, ils vont la faire avec nous. Vous allez découvrir ça dans quelques instants dans votre JT Lozère. Un JT qui est en mode allégé puisque c'est encore un peu la fin des vacances pour nous. Juste avant de découvrir donc les reportages du journal, je vous propose de commenter, de liker et de partager cette édition afin d'en améliorer le référencement. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Direction les infos locales. Philippe Castanet, préfet de la Lozère, quittera ses fonctions à la fin du mois et c'est Gilles Quesnay-Hervé, l'actuel sous-préfet du Havre, qui lui succédera le 25 novembre prochain. La nouvelle est tombée en début de soirée, en ce 6 novembre, alors que la rumeur avait circulé dans les hautosphères lozériennes toute la journée. La confirmation officielle a été rendue publique à la suite du Conseil des ministres. Après avoir succédé à Valérie Hatch en mars 2022, c'est avec rigueur et modernité que Philippe Castanet aura su appréhender la Lozère et les Lozériens et ainsi comprendre les enjeux de notre département le moins peuplé de France. Apprécié pour ses prises de décision, son implication dans les dossiers aussi complexes que le territoire, la sécurité routière, son cheval de bataille, l'économie, les ressources forestières ou énergétiques, mais encore l'agriculture, où précisément il aura su être attentif et répondre au plus juste aux revendications du monde agricole dont les dossiers actuels sont brûlants, tels que celui de la PAC, celui concernant le loup, celui concernant les prairies sensibles notamment, qui seront autant de sujets à accompagner pour le nouveau préfet. Très attaché à la Lozère, il aura su également être à l'écoute, notamment des plus petites communes du département, en apportant, quand cela était possible, des solutions concrètes et des moyens disponibles. Une bienveillance aussi à l'égard des nouveaux naturalisés français, en leur remettant à chacun un recueil de poèmes sélectionnés, embrassant ainsi 100 ans de poésie française. Pour lui succéder, Gilles Quesnay-Hervé, il est né à Paris, il est âgé de 58 ans, et fait remarquable, le nouveau préfet lozérien est un athlète accompli. En effet, avec son équipe, il est médaillé olympique en affichant 38 secondes 40 au chrono des 4 x 100 mètres des JO de Séoul en 1988. Ce parcours olympique marque le début d'une nouvelle aventure. Après un passage dans le privé, il s'oriente vers le concours de l'ENA. Il débute alors un parcours dans la haute fonction publique. Il occupera à 2 reprises le poste de sous-préfet. Une première fois en Bretagne, à Morlaix, et actuellement en Normandie, au Havre. Manifestement engagé, éternel sportif dans l'âme, il aura également porté la flamme olympique des Jeux de Paris 2024. Et au nouveau préfet de déclarer dans une récente interview: Tu dis quel métier te permet d'être proche du terrain, d'être proche des difficultés et des soucis des personnes, de monter une équipe, de travailler sur du projet, d'être sur une fixation d'objectifs et de s'y tenir, d'être sur des questions de sécurité avec une gestion du stress permanente. Au moins sur ces points, la Lozère devrait parfaitement convenir à Gilles Quesnay-Hervé, qui prendra ses fonctions de préfet de la Lozère le 25 novembre.
Passer du bon temps avec eux. Nous, on fait ça en famille et tout le monde s'éclate à sa façon, aussi bien à faire des câlins aux chiens que sur un traîneau, derrière un kart. C'est de passer du temps avec eux, puis ils nous le rendent bien. C'est vraiment, c'est des races vraiment très très proches de l'homme, très câlines. Une montagne des attelages, des chiens de traîneau et des mushers. Vous y êtes, la communion entre la nature, les animaux et l'homme est établie. C'est précisément ce que propose l'association TOC Lozère. Comprenez, Tour Opérateur Canin, en invitant pour leur 3e rassemblement d'automne les membres de l'association du comité du Mont Blanc à venir passer le long week-end dernier sur les pentes du Goulet et de ses environs. Pour l'occasion, ce ne sont pas moins de 34 inscrits sur ce rassemblement où se sont succédés les entraînements matinaux ainsi qu'en fin d'après-midi pour que les chiens profitent de la fraîcheur tout en parcourant museaux au vent les paysages lozériens. En fait, c'est par rapport au réseau Pôle Pleine Nature, mis en place par le syndicat mixte d'aménagement du Mont-Lozère. Et j'ai travaillé pour le bureau d'études qui a mis en place ce réseau Pôle Pleine Nature. Et j'ai eu l'idée, moi-même pratiquant d'attelage canin, j'ai eu l'idée de faire la promotion de ce réseau pour les attelages canins de France pour les faire venir en Lozère. Franchement, c'est parfait. Le site est vraiment parfaitement adapté. On a la place pour s'installer, pour installer les chiens. Les températures sont parfaites. La météo, on a de la chance. Ça, c'est un peu aléatoire. Et ensuite, au niveau des pistes, c'est top. C'est vallonné. On est un peu dénivelé. On a des kilomètres. On peut vraiment avoir le choix de faire des petits parcours, des grands parcours en fonction de ce que chaque musher veut faire. Donc, on est ravis. Le chien aussi. Il n'y a pas l'habitude des caméras. Pour l'histoire, le mushing est un sport hors du commun. Il nous vient de la Sibérie, où depuis plusieurs millénaires, les tribus vivant dans ces régions difficiles avaient pour habitude de déplacer les marchandises à l'aide de chiens tirant des traîneaux. Les chiens d'attelage sont utilisés généralement pour tirer les traîneaux sur la neige ou la glace, au moyen de harnais et de lignes de trait. Ils peuvent aussi traîner des véhicules sur roues nommés cartes. Différents modes de traction, aussi bien il y en a sur terre, il y en a sur neige. Effectivement, sur neige, on parle de traîneau ou de poulka, ou encore en ski joring où l'humain est uniquement en ski tracté par son chien. Sur terre, comme ici, on entraîne en kart, en vélo, en trottinette. La Fédération cynologique internationale reconnaît principalement 6 races de chiens de traîneau. Si le husky sibérien et le malamute de l'Alaska sont les plus emblématiques, vous avez aussi le groenlandais, le samoyède ou encore le laïka. Je pensais que ça ne s'adapterait pas du tout et puis j'ai connu par le boulot, j'ai un collègue de boulot dont le père est éleveur de malamute et qui m'a dit ouais, tu sais, les nordiques, ça dépend des nordiques, ils ont besoin de sport mais le reste du temps, par exemple le malamute, c'est un chien calme, vraiment pépère. Par contre, il lui faut sa dépense. Si tu fais pas ce qu'ils ont besoin comme dépense, il va te ruiner le logement, quoi. Et c'est vrai que ça marche bien, le malamute en appartement. Et puis on est quand même passé en maison. Du coup. Et le fonctionnement, la destination, c'est fait pour tous les attelages canins, que ce soit du monochien à des grands attelages. Donc là, aujourd'hui, il y a 14 chiens qui sont attelés, mais ça peut monter à 18 ou 20, puisque TOC Lozère fournit des GPX. Selon l'attelage, donc on propose des tracés différents selon la forme de l'attelage. On considère un attelage à partir de 1 chien, cela peut aller jusqu'à 14 ou plus. Pour la bonne marche de l'ensemble, un handler, une aide en fait, vient prêter main forte. Le terme musher nous vient d'un dérivé canadien dont l'ordre marche, devenu mush avec le temps. C'est un ordre qui est donné à l'attelage dont le chien de tête est le leader. Alors on a des chiens de tête je ne vais pas dire qu'on choisit, mais par contre qui se révèlent en grandissant. On voit qu'ils sont vraiment à l'écoute, qu'ils comprennent les directions. On essaye avec tous, mais il y en a ça passe et il y en a ça passe pas. On comprend bien qu'ils n'iront pas en tête. Mais c'est important d'en avoir plusieurs parce que déjà c'est bien de tourner. Il y a beaucoup de pression sur le chien de tête, donc parfois il a envie d'être un petit peu... D'ailleurs, c'est son cas à lui. Il est très souvent chien de tête, mais des fois, c'est trop de pression. Du coup, il passe un petit peu derrière et puis il y en a un autre qui le remplace. Et chaque chien a un rôle défini dans l'attelage. Le chien de tête est celui qui va donner l'allure et le rythme de la course. Il faudra donc qu'il soit à l'écoute de son maître et parfaitement éduqué. Le chien en swing, quant à lui, se situe derrière le chien de tête. Il va agir en le soutenant.
Le corps de l'attelage est composé des autres chiens. Enfin, le dernier est un chien puissant, c'est le chien de barre et sa place est devant le traîneau. Alors, chaque musher a des objectifs différents, des distances plus ou moins longues. L'objectif, c'est d'entraîner les chiens avec les copains, d'entraîner les chiens à doubler, à croiser, se mettre en condition de course et évidemment passer un moment convivial avec tous les copains du club. Se retrouver. Non, en fait, moi j'ai un vélo, mais j'ai déjà fait des tours avec eux, mais ils sont pas. En fait, moi les miens, c'est vraiment de l'exploration. Je fais beaucoup de raquettes et de marche, même pas footing. Ils partent avec vous Ouais. en temps normal. Comme ça, en fait, attachés au baudrier, et ils partent avec moi et ouais, on fait de la balade. On commence les entraînements fin août. Dès que les conditions météo le permettent, il faut qu'il fasse moins de 10-11 degrés pour qu'ils puissent s'entraîner. On commence sur des petits parcours de 6 km, 6-7. Et après, ça dépend des objectifs. Nous, personnellement, on participe à des courses longue distance en Scandinavie et du coup, ils partent sur des courses de 600 km. Donc, par jour, je vous laisse calculer 600 km en 4 jours. Ça fait plus de 100 bornes, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Après, chacun adapte ses entraînements à l'objectif qui se fixe. Les chiens sont des athlètes à part entière. Ils ont une nourriture adaptée dont le but est le bien-être sportif afin que ces derniers ne maigrissent pas. Et oui, contrairement aux chiens de canapé dont l'objectif est précisément qu'ils ne grossissent pas. Il donne gentiment sa patte, on a l'impression de se faire taper dessus. Ouais. Tu te couches, on fait des câlins. Allez, on fait des câlins. a tous les mêmes mots, ça va. Voilà, on fait des câlins. Ouais, c'est ça qui est bon. Ça, c'est les gros chiens dominants, agressifs. Le conseil des mushers, si lors d'une balade avec votre animal de compagnie, vous croisez un attelage, n'ayez crainte. Les chiens sont concentrés au travail. C'est à vous de gérer votre compagnon en le tenant près de vous. Définitivement dans la neige. Et puis nous aussi, on préfère être dans la neige. Mais bon, c'est déjà une bonne alternative. Nous, on habite en Isère, donc on a des reliefs qui sont assez cassants. Et ici, ce qui est sympa, c'est que ça ressemble un peu plus aux profils qui sont adaptés aux chiens. Toc Lozère est une association d'une belle bande de copains, tous bénévoles et hyperactifs. Ils bénéficient du soutien de la région, du conseil départemental, de la commune Mont-Lozère-et-Goulet, de la communauté de communes Mont-Lozère. Les gens disent que c'est vraiment un territoire adapté, de par les pistes, de par la fréquentation humaine, de par la population, puisque les locaux accueillent avec plaisir, que ce soit les chasseurs, les promeneurs. En ce moment, c'est la cueillette des champignons. C'est vraiment un réel partage du territoire. C'est un partage du territoire et pour l'instant, c'est un pari gagné. Le prochain grand rendez-vous est fixé mi-décembre pour 4 jours de folie au titre évocateur. Les sources pour relier la Lozère en chien de traîneau. Figurez-vous, c'est un spectacle magnifique qui est accessible aux spectateurs pour venir découvrir ce sport de pleine nature en famille. Cette année, ce seront 5 étapes pour un total de 98 km et 1800 mètres de dénivelé positif. On va le marquer quand même, il y a un minimum. Oh, stop! Pour les athlètes, depuis le Goulet, direction les sources de l'Allier, la plaine de Montbel, puis le Causse d'Alinck, et enfin direction le Mont-Lozère. Et comme le disent les organisateurs, durant toutes ces étapes, vous aurez monté, descendu, aidé de votre attelage, bravé les éléments pour faire, lors de votre dernière étape, le tour du sommet le plus mythique du département. On a à gauche et un long senti le jaune. Et là, en parcourant du regard l'horizon infini, vous vous direz « Waouh, c'était génial !» Ah bah pas déçu, on prévoit déjà de revenir l'année prochaine, voire peut-être avant. Mercredi 6 novembre, Régine Bourgade et Daniel Tessier, tous deux coprésidents du centre Omnisport Lozère, avaient convié leurs partenaires et élèves à l'espace événement Georges Frêche de Mende. C'est maintenant devenu une tradition pour l'institution du monde sportif en Lozère. Les cadres et dirigeants du COL avaient réuni l'intégralité des jeunes sportifs, institutions et partenaires pour les présentations, mais également afin de réaliser les photos officielles de la promotion 2024-2025 sous l'œil avisé du photographe Jean-François Salle. Go! Côté chiffres, le COL compte un effectif de 204 élèves, dont 35 filles, répartis en 5 disciplines, le foot, le VTT, le tennis de table et le trail. Pour intégrer le centre Omnisport Lozère, il faut franchir l'étape de la sélection qui se déroule le lundi de Pentecôte. Le centre offre une formation d'excellence basée sur le triple projet sportif, scolaire et humain. Pour la promotion, l'année débute en août et se termine fin juin. 22 cadres assurent la formation des élèves.
Un objectif est fixé durant la période hivernale, que l'accès routier soit possible en tout temps. Si tout au long de l'année, les gestionnaires du réseau routier et autoroutier travaillent pour assurer la sécurité et l'entretien des routes, les conditions météorologiques particulières de l'hiver en Lozère entraînent la mise en place d'un dispositif spécifique pour assurer le maintien de la circulation, dit viabilité hivernale. Le but étant d'assurer la sécurité des usagers de la route, de faciliter l'écoulement du trafic, et ce dans des conditions météorologiques éventuellement dégradées, tout en maintenant l'activité économique locale et globale. De cette mission résultent 3 points particuliers qui sont la veille, la surveillance et les interventions. Une attention particulière consiste également dans l'information des usagers concernés et enfin, dans les cas les plus critiques, la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic. C'est une coordination, une complémentarité des moyens déployés par les directions interdépartementales des routes, les départements, les communes et l'État, et ce durant une période qui s'étend globalement du 15 novembre à mi-mars. Pour ce faire, 4 centres sont situés en Lozère, à Entrenas, à Mende, Langogne et Saint-Chély. Ils sont dédiés à ces missions lozériennes. Si la 75, la N88 et la RN 106 bénéficient d'une attention particulière, les routes départementales, quant à elles, bénéficient d'un service d'une amplitude horaire un peu plus réduite, soit d'une 12aine d'heures par jour, tout en assurant les dégagements dès que possible. Enfin, pour mémoire, jusqu'au 31 mars 2025, les équipements routiers, pneus hiver, chaînes métalliques et occasionnellement les chaussettes sont obligatoires en zone montagne, soit sur l'intégralité de la Lozère, qui ne compte pas moins de 2500 km de route, y compris la 75, dont 67 km traversent notre département. Pour nous, on a dormi tranquille. Et il y en a qui galéraient pendant ce temps. Et la célèbre voix de la SNCF, Simone, est restée muette en ce 25 octobre. En effet, le TER attendu vers 19h n'est pas arrivé en gare de Villefort. Le train en provenance de Génolac a déraillé 3 km avant la gare. L'accident s'est produit en contrebas de la D906. Une coulée a entraîné avec elle des roches et des arbres, causant le déraillement du TER Nîmes-Clermont-Ferrand, avec à son bord 53 voyageurs, dont le personnel de la SNCF. Quand on vous annonce 53 naufragés du train alors qu'il fait nuit, c'est quand même y a un moment d'inquiétude qui s'instaure. L'éboulis a fortement endommagé la motrice, dont le pare-brise du poste de conduite est cassé. Aucune victime n'est à déplorer. 3 personnes présentes à bord ont été légèrement blessées, dont le conducteur. 150 mètres auront été nécessaires à l'autorail pour s'arrêter. Fort heureusement, de par la conception de l'ensemble ferroviaire, les 3 éléments qui composent ce train sont restés debout sur les roues. Les secours se sont rapidement mis en place sous la direction coordonnée de la SNCF et de la préfecture, des pompiers et de la gendarmerie. Et là, on a eu un accident qui était important, mais avec une réaction qui a été assez exemplaire de tous les échelons, à commencer par celui qui a lancé l'alerte, les sapeurs-pompiers qui ont envoyé tout de suite les moyens appropriés et qui ont alerté les autres services qui progressivement sont entrés en lice. Mais nous, on ne s'est aperçu de rien en fait. C'est le lendemain matin, quand on est arrivé sur les lieux, on a trouvé les gendarmes, la SNCF qui galéraient un petit peu. Voilà, ils avaient passé une nuit d'enfer en fait. Côté usagers, les voyageurs et leurs familles, tant en gare qu'à bord du train, ont établi un lien téléphonique qui a permis de compléter les informations concernant la situation à bord du TER immobilisé et dont l'accès était difficile dans ce relief étriqué. Ça facilite tout, la sérénité. Et bien souvent, les événements se dégradent quand il y a des affolements. Et c'est un affolement, c'est tout à fait naturel. Dans une personne qui a un rendez-vous important, qui va rater une correspondance, qui est très nerveuse, peut perdre ses moyens. Et un groupe qui reste serein est un groupe qui est plus fort et qui nous permet aussi de mieux réagir, nous. Mais nous étions prêts à gérer aussi des questions psychologiques si besoin avait été. Les passagers ont été acheminés à la salle des fêtes de Villefort par les pompiers et par groupe, ils ont pu bénéficier des premiers soins et d'un réconfort mis à leur disposition par la Croix-Rouge qui était également présente. Tous les passagers ont finalement rejoint leur destination, soit avec leurs proches, soit avec des cars affrétés, les derniers voyageurs étant partis vers minuit et quart. Et le directeur de cabinet s'est rendu sur place à ma demande assez rapidement également pour s'assurer que tout ça se terminait bien et éventuellement prendre des mesures complémentaires s'il y avait eu besoin d'en prendre avec les élus locaux.
Si pour les usagers, des bus de substitution ont été mis en place, la situation se complique davantage et vient s'ajouter à la problématique du pont effondré de Chamborigot qui lui est en cours de reconstruction. Le déraillement, pour sa part, aura également impacté le Translozérien puisqu'aucun train n'aura circulé durant les jours suivants. Et il y a urgence. Il faut absolument rétablir la circulation car cette ligne à voie unique est stratégique pour la circulation ferroviaire des départements voisins. L'accumulation de mauvaises conditions météorologiques et l'érosion auront conduit à un glissement de roches de schiste. En termes de géologie, ici, on est dans ce qu'on appelle le vieux socle hercynien, c'est-à-dire tous les restes de la vieille chaîne hercynienne de plus de 300 millions d'années. Et dans cette chaîne hercynienne, on a fabriqué des schistes, c'est-à-dire des roches métamorphiques et des roches très déformées. Et cette déformation, elle a modifié la roche pour lui donner ce qu'on appelle une schistosité, c'est-à-dire un feuilletage, un peu comme des feuillets d'un bouquin ou d'autre chose. Et ce feuilletage, c'est une zone de fragilité de la roche en quelque sorte, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est suffisamment anisotrope, c'est-à-dire qui crée suffisamment de discontinuité dans la roche pour être une zone de faiblesse majeure. Le relief au-dessus de la voie est gorgé d'eau. Avant de le purger, il faut patienter que les eaux s'évacuent selon les informations fournies par la direction de gestion des routes du conseil départemental. Et pour souligner la stupidité, durant son immobilisation, le TER aura été tagué. C'est un moyen effectivement d'acter une confiance mutuelle et puis des ressources et donc la pérennité de l'association. Le lundi 4 novembre est une date qui va compter pour l'association tutélaire de Lozère, puisqu'elle signe avec le préfet de la région Occitanie son premier contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et ce avec l'État donc représenté par la DDE-TSPP. Alors, pourquoi ce CEPOM ? En fait, c'est pour s'inscrire dans le cadre du schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, donc de 2023 à 2027, et dans ces axes prioritaires, donc, qui sont sur le champ de la protection des majeurs, les suivants. Donc, il s'agit de diversifier et d'adapter l'offre d'accompagnement aux besoins des personnes, de favoriser les dynamiques d'ouverture, de communication et de partenariat, de soutenir la qualité et la sécurité de l'accompagnement et de renforcer le pilotage stratégique. L'ATL 48 est spécialisée en tutelle, curatelle et sauvegarde pour les personnes qui sont sous protection. Elle va signer avec la DDE-TSPP, qui est son autorité de tarification, son premier CEPOM, qui est un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qui engage l'État du côté des ressources qu'il va fournir à l'ATL et qui engage l'ATL sur les prestations qu'elle délivre aux personnes protégées qu'elle accompagne au quotidien, mais aussi elle s'engage sur la qualité de vie des salariés et la sécurité de l'accompagnement. L'association est sous agrément du ministère de la Justice et en partenariat avec la préfecture de la Lozère, précisément la direction de la population. D'abord, ça les engage à respecter un cadre budgétaire, c'est important dans le contexte actuel. Et puis ça les engage aussi et surtout à bien respecter le cadre d'accompagnement et de soutien des personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité particulière. Ce CEPOM est un contrat qui permet un regard complet sur l'association, ce qui est toujours très intéressant, notamment pour les services de l'État. Ensuite, parce que ce contrat prend appui sur l'évaluation externe réalisée par l'association tutélaire de Lozère. Et oui, c'est nécessaire, puisqu'il s'agit là d'une évaluation introduite par la loi du 2 janvier 2002 pour tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc tout cela dans une démarche continue d'amélioration de la qualité des prestations et des activités délivrées. L'ATL 48, c'est 20 salariés. L'association gère 700 personnes majeures protégées et qui sont placées sous sa responsabilité. Le budget annuel de fonctionnement est de 875 000 € financé par l'État. C'est quand même un travail extrêmement fastidieux. Il faut savoir que la tarification, la validation du cadre chaque année, c'est un travail important qui exige quand même beaucoup d'attention, beaucoup de mobilisation de part et d'autre. Et là, le fait aussi de s'inscrire dans plusieurs années consécutives, ça paraît être plus intéressant, peut-être plus efficace, gagner un peu en efficacité, de dire voilà, si on fixe le cadre pour plusieurs années, on peut passer à autre chose. L'association tutélaire de Lozère est presque cinquantenaire. Elle souhaite s'ouvrir sur de nouvelles propositions. Je souhaiterais que l'ATL puisse faire de la consultation juridique pour des familles qui ne savent pas ce que peut devenir un enfant en situation de handicap. Et il me semble que ça répondrait à des besoins en liaison avec
des cabinets de notaires et puis avec des juristes. Et puis on pourrait faire également peut-être une ouverture sur l'handicap, puisque nous sommes un département de référence, avec la possibilité peut-être d'offrir à des jeunes ou moins jeunes des vacances dans un lieu dédié. Donc c'est peut-être un partenariat au-delà de l'objet initial de l'ATL, mais je considère que l'ATL est un outil qui permet de répondre à un certain nombre de besoins, et pourquoi ne pas adapter ces besoins à une réalité. C'est ce que je propose, et on mettra du temps peut-être pour le faire, mais voilà, je suis convaincu qu'on arrivera à faire œuvre utile dans cette association, au même titre que l'UDAF et l'ATAL. Il n'y a pas de conflit entre les deux associations, mais l'idée c'est toujours aller de l'avant et toujours proposer des services nouveaux. Allez, nous arrivons déjà au terme de cette édition de votre JT Lozère, un JT Lozère où je remercie chaleureusement l'association TOC Lozère qui nous a accueillis ici au col du Goulet. On retrouvera votre prochaine édition dans 2 semaines ailleurs en Lozère. En attendant, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, rédaction@kwztv-lozère.fr. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, bonne soirée.